Alors, entre ces deux intervenants, on ne va pas faire comme dans les duos précédents de dialogue, parce que chacun est sur son terrain. Et donc, je vais simplement donner la parole assez simplement, d'abord à Éléonore Tréhel, que j'ai le plaisir de retrouver ici, parce que je l'ai bien connue en tant que militante syndicale, où elle a partagé des combats dont j'étais très proche affectivement. Et donc, je vais lui demander de nous dire en quoi... Alors, Nora, ici, ne représente pas seulement sa mutuelle, mais représente la mutualité dans son ensemble. Et donc, elle va nous dire un peu quel rôle les mutuelles jouent, ont joué et jouent pour prendre en charge et pour aider à la santé et à la liberté des femmes. Merci Françoise, très très heureuse d'être là et puis de retrouver une militante féministe que j'ai beaucoup admirée et avec laquelle nous avons partagé des combats. Donc c'est aussi à ce titre-là que je suis heureuse d'être là. Alors, la mutualité, on a souvent l'image d'une mutualité qui finalement accompagne les remboursements complémentaires en matière de santé et puis on se limite un petit peu à cette image-là que l'on a de la mutualité. En vérité, la mutualité, certes, elle accompagne les prises en charge aux côtés de l'assurance maladie, mais elle est surtout et aussi un acteur majeur de santé et de prévention. Et elle est un acteur de prise en charge par les centres de santé, par ses nombreuses réalisations sanitaires et sociales, des prestations et de la capacité à accompagner les personnes dans leurs droits. Je dirais même que souvent, nos réalisations sanitaires et sociales, il y en a un grand nombre, il y en a 2500 dans notre pays, il y en a une centaine en Île-de-France avec lesquels les centres de santé, dont nous avons compris tout à l'heure qu'ils vont jouer un rôle très important dans l'amélioration de la prise en charge de l'IVG. Si je me rapporte à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Et donc, ces centres ont souvent joué un rôle pionnier, novateur, dans la prise en charge de la santé et de la santé plus généralement des femmes. Certes, il y a l'IVG qui a été une conquête extraordinaire des femmes à maîtriser leur corps, à maîtriser leur maternité, mais ces conquêtes, elles doivent être aussi beaucoup plus larges et recouvrer tout le champ de la santé, qui est celui de la maternité aussi, qui est celui de la maternité, qui est celui de la contraception, qui est aussi, et ça c'est beaucoup plus présent aujourd'hui, la relation entre santé des femmes et santé environnementale. Le poids de l'environnement aujourd'hui dans la santé des femmes, dans la fertilité, est un élément qu'il va falloir, qui sont peut-être les combats de demain, mais qui doivent commencer dès aujourd'hui. Et je voulais, moi, relater, parce que quand on a évoqué la possibilité de ce débat, moi, il y a quelque chose qui m'est venu en tête, et là, je le relie à la mutuelle que je représente aujourd'hui, qui est la mutuelle familiale. Je le relie à un moment de son histoire, qui est 1952, alors bien avant l'IVG, mais 1952 a marqué l'avènement d'une expérimentation qui depuis est passée, c'est naturel, c'est devenu une pratique dont on se souvient peut-être plus forcément l'histoire. 1952 a été la première expérimentation de la méthode prophylactique dite d'accouchement sans douleur, qui s'est réalisée dans la clinique des Bleuets, qui était la clinique des métallos, dans laquelle se trouvait précisément la mutuelle familiale, qui était la mutuelle des métallos à l'époque. Et cette méthode prophylactique dite d'accouchement sans douleur, qui a quelque part, vous savez, brisé les tabous, et les tabous à l'époque qui étaient pour les femmes, de leur faire croire qu'elles devaient enfanter dans la douleur, que c'était écrit dans l'histoire. Et donc il a fallu briser ces tabous, et ça fait l'objet de
de combats incessants, de combats très difficiles, à la fois pour les professionnels de santé, pour celui qui a instauré cette méthode, qui était un gynécologue, le docteur Lamaze, responsable du service maternité de la clinique des Bleuets. Il a fallu qu'il se batte contre tous ces conservatismes et contre tout cet obscurantisme. Donc là aussi, on est dans le blasphème. On est dans le blasphème. Et alors, vous savez, anecdote, mais enfin, le pape Pie XII, 4 ans plus tard, a quand même réuni près de, je crois, 700 gynécologues au Vatican pour leur dire que la méthode prophylactique d'accouchement sans douleur, finalement, c'était quelque chose de bien et d'acceptable. C'est extraordinaire. C'est une petite anecdote, mais qui montre que les combats sont permanents, sont incessants. Et si je fais la relation avec ces combats sur l'IVG, c'est qu'au fond, cette méthode d'accouchement sans douleur a quelque part été un des premiers moments de libération et de prise en compte du corps de la femme et du droit de la femme à maîtriser ce corps, à travers notamment l'accouchement sans douleur. Et ça donnait lieu, je pense après, à toute une série de combats qui sont ceux de la contraception, qui sont ceux de la remise en cause de cette loi de 1920 qui finalement considérait l'IVG comme un délit. Et donc, voilà, ça c'est notre histoire, mais c'est pour dire aussi la portée des combats, la persévérance qu'il faut que nous ayons dans les combats, et dans des combats qui réunissent finalement des organisations, des associations, parce que partout où il s'agit de défendre le droit à la santé, le droit des femmes, le droit d'exister, le droit d'être, on trouve des combattantes, et des combattants, parce que c'est aussi une histoire d'hommes, Et moi, voilà, c'était cette anecdote que j'avais envie de souligner pour dire qu'aujourd'hui, ces combats dans le mouvement mutualiste sont bien évidemment toujours présents, parce qu'y compris quand l'IVG a été autorisée, la prise en charge, elle ne l'était pas. Ça veut dire qu'il y avait un droit, mais seules les femmes qui étaient peut-être qui avaient les capacités économiques, pouvaient se servir de ces droits. Et donc, il y a eu des mutuelles également, qui, dans leur centre de santé, ont décidé à la fois de pratiquer les IVG, mais aussi de les prendre en charge économiquement. Et ça a donné lieu, y compris à des combats juridiques, pour leur dire, mais est-ce que les mutuelles, elles ont le droit de prendre en charge, elles ont le droit de rembourser, de participer à la prise en charge de l'IVG. Donc, il a fallu se battre aussi. Bien sûr, ce sont des combats que l'on a gagnés, mais ça a été des combats. Ça a été des combats dans lesquels, il a fallu tous se retrouver. Voilà. Merci beaucoup. Donc on voit bien que ça vient de loin, puisque finalement, on voulait parler de la lutte pour le droit d'avortement, notamment dans les années 70, et voilà qu'on est reparti dans une logique où l'histoire vient encore de beaucoup plus loin pour le même combat. Alors maintenant, aujourd'hui, les jeunes sont souvent étudiants et l'UNEF propose donc aux étudiants de s'organiser pour les combats d'aujourd'hui. Et parmi les combats d'aujourd'hui, ceux pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour la place des femmes dans les combats et notamment pour les libertés des femmes. Donc, notre président actuel de l'UNEF va nous parler de ça. Merci. Bonjour à tous. Déjà, merci pour cette invitation. Je crois que l'UNEF avait évidemment déjà conscience avant cet événement de notre responsabilité en tant que syndicat, de notre responsabilité aussi en tant qu'organisation de jeunesse à mener les combats féministes, à suivre ce passage de relais. Mais je crois qu'après les échanges qu'on a eus toute la matinée, on en est encore plus convaincus. Donc convaincus du combat féministe, c'est déjà une évidence à l'intérieur de nos combats syndicaux à l'université.
quand l'UNEF se bat sur les questions d'accès à la formation, d'accès au diplôme, d'accès à l'emploi, de prise d'autonomie des jeunes, toutes ces questions, elles sont traversées par la question féministe, par les discriminations spécifiquement vécues par les femmes, et évidemment nécessitent donc une réponse féministe. Mais même au-delà de ces questions sur le terrain universitaire, on a également la conviction que se battre pour l'émancipation des étudiants et également donc se battre pour l'émancipation des étudiantes, ça suggère de mener des combats de société, des combats en dehors de l'université. Et par exemple, ce combat pour le droit à l'IVG, toujours d'actualité évidemment, il est indispensable pour nous. Il n'y a pas d'étudiante qui sera émancipée si elle n'a pas la libre disposition totale de son corps. Et donc c'est évidemment un combat qui nous tient à cœur. Donc je dis qu'il nous tient à cœur et moi j'ai la chance d'être à la tête d'une organisation qui a une longue histoire et notamment dans le combat féministe et notamment dans le combat pour le droit à l'IVG, en particulier dans les années 60 et 70, à l'époque où évidemment la législation était archaïque et ne répondait pas aux droits des femmes. À ce moment-là, l'UNEF, les militants de l'UNEF, à travers un outil qui est le régime étudiant de sécurité sociale, qui permet aux étudiants d'avoir une intervention autonome sur les questions de santé, à travers le mouvement mutualiste, vous en parliez tout à l'heure, et pour nous les étudiants à l'époque c'était la MNEF, la Mutuelle nationale des étudiants de France, on a fait le choix de mener un combat politique sur cette question, donc combat politique qui est de l'interpellation, de la revendication, mais combat politique qui à l'époque, et je crois que ça a été très bien décrit depuis le début des débats, se faisait aussi beaucoup sur le terrain avec les femmes. Et donc c'est des actes qui ont été faits par la Mutuelle nationale des étudiants de France, le choix de faire une information auprès des étudiantes sur la contraception et l'avortement avant que la législation en vérité l'autorise. C'est un travail en commun avec le planning familial pour, quand c'était nécessaire, organiser des déplacements à l'étranger pour qu'il y ait des jeunes étudiantes qui puissent avorter. Et puis c'est aussi, toujours avec le planning familial, le premier centre ouvert à Paris, centre du planning familial, à destination non pas seulement des femmes déjà mariées, déjà avec des enfants, dont la question c'était la régulation du nombre de naissances, du nombre d'enfants qu'elles auraient, mais le premier centre ouvert à destination des jeunes étudiantes pour qui la question c'est est-ce qu'elles rentrent dans la maternité, où en est leur prise d'autonomie. Donc la première fois qu'on se tourne vers ce public de jeunes femmes, et donc c'est évidemment des éléments qui sont identitaires nous dans nos combats féministes et donc du coup des combats qu'on souhaite prolonger aujourd'hui avec déjà, je le disais un peu tout à l'heure, la conviction que ce combat pour le droit à l'IVG, il est plus que jamais nécessaire de le mener, puisque ne serait-ce que ce droit théorique, il est remis en cause en ce moment par des obscurantismes qui progressent dans la société. Et on a vu ce qui s'est passé en Espagne, et heureusement que le mouvement féministe, et même plus largement que le mouvement social, s'est organisé pour riposter à ça. Mais au-delà de la défense de ce droit théorique, il y a évidemment un sujet qui est le plus d'actualité, c'est le droit réel à l'IVG, c'est-à-dire la capacité de toutes les femmes, quand elles le souhaitent, par l'accompagnement, par l'information, par les centres qui sont mis en place pour pouvoir réellement accéder à l'IVG. Je vous remercie. Je vais faire une conclusion générale sur cette table ronde. Et on a un quart d'heure de débat. Oui. Oui, c'est ça. On va avoir un peu de débat. Alors, comme il ne va pas y avoir de micro-baladeurs, c'est trop compliqué, que les personnes qui veulent poser des questions ou intervenir viennent ici. Ah si, il y a un micro-baladeur, pardon. Alors, pour conclure cette première table ronde, je voudrais dire qu'il y a eu le combat pour le droit à l'avortement et ça n'a pas été gagné d'un coup. Après le vote de la loi Veil, les opposants n'ont pas désarmé et ça a été dans les années 80 la fondation des associations pro-vie, SOS Tout Petit, La Trêve de Dieu, etc. Donc ce combat obscurantiste, souvent animé par les militants catholiques, ça a été des commandos anti-IVG intervenant dans des centres, dans des hôpitaux pratiquant des avortements. Et donc il y a eu à ce moment-là une contre-offensive féministe et la création de la CADAC, c'est-à-dire la coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception, à l'initiative du planning, encore une fois, et de Elles sont pour, qui est une association qui s'était créée
pour les 40, enfin, au moment des 40 ans du deuxième sexe en 89, et la CADAC a regroupé un petit peu de la même façon que l'avait fait le MLAC, des associations féministes, des syndicats, des partis, et donc cette continuité-là, il ne faut pas l'oublier. Donc la CADAC a mobilisé pour la défense des droits des femmes et pour demander à ce qu'une législation soit mise en place pour lutter contre ces commandos anti-IVG. Effectivement, la loi Neyertz a été votée en 1992, délit d'entrave à l'IVG. Voilà, c'est pour dire que le combat donc a continué, que ça n'a jamais été simple, puisque dès 1995, avec l'élection de Chirac, il a été envisagé d'amnistier les gens qui avaient été condamnés selon la loi Neyertz, par souci, je cite, d'équilibre entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre l'avortement. Bon, nous avons gagné ce combat. Il est en France aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il faut un équilibre entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre l'avortement. Il y a un droit qui appartient aux femmes de disposer de leur corps, et la société française, heureusement, soutient ce droit et ce combat.